Monsieur Navarra, nous y sommes entourés d'un silence séculaire. Je ne sais pas, enfin peut-être en dehors on entend le chant des oiseaux. Oui. Je voudrais savoir quel rôle a joué le silence dans votre vie. Alors, pour vous répondre comme directement, je vais prendre une parole qu'a dit Beethoven. Beethoven a dit les silences, c'est la musique. Le silence, c'est la musique. Et je pense que dans une ambiance comme ici, le silence est une chose merveilleuse. Lorsqu'on est entouré de ce que nous sommes, de ces fresques dans cette cathédrale Sainte-Sophie, qui a été d'abord une mosquée, la preuve, ces choses-là, et avec toutes ces fresques qui ont été retrouvées il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Hein. Oui. C'est très, enfin récent, il y a une vingtaine d'années, quoi, 25 ans, c'est ça, oui. Et je trouve que le silence est une chose nécessaire. Et il me semble que nous parlons trop à notre époque. Nous parlons trop. Parce que le silence, c'est quand même la méditation, sans aller très loin dans cette chose-là. Néanmoins, je pense que les hommes ont besoin de temps en temps de se, je ne veux pas dire de se recueillir, mais enfin de penser sans exprimer la pensée, de penser intérieurement. Oui, vous dites la pensée. Un écrivain français a dit que la musique, c'est peut-être la fermentation de la pensée. Oui, peut-être. Mais alors ça, c'est la musique des compositeurs. Donc le résultat, c'est le silence. Le silence, c'est ça, oui. Et je pense que cette chose que vous me proposez, c'est une pensée de compositeur. Nous ne pouvons pas, nous, interprètes, penser de la même façon, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des interprètes. Alors nous sommes des interprètes non pas du silence, mais de ce qui meut. Oui. Oui, exactement. Je voudrais vous poser une question en suivant votre pensée. Un critique de vos concerts, oui. Exactement, enfin, quelques paroles, a dit que en écoutant votre interprétation avec votre instrument, il avait l'impression que les saints ont changé le visage, qu'il était tourné pour écouter vos concerts. C'était un critique très gentil, je le Oui, remercie. mais je voudrais savoir, est-ce que cette ambiance a joué dans votre intervention, dans votre carrière, dans votre travail de compositeur? Naturellement, ça a joué. Je vous ai dit, le silence, comme a dit Beethoven, le silence, c'est de la musique, n'est-ce pas? Et ce critique était un homme charmant et plein de poésie, n'est-ce pas? Je ne pense pas que les saints se soient retournés. Néanmoins, lorsque je joue, j'essaie toujours, souvent par le silence, de créer une atmosphère, n'est-ce pas? Bon, la musique est l'art des sons, mais le silence est l'art de la pensée. Et dans une interprétation, il doit y avoir beaucoup de silence. Parce que si on bavarde trop, et on bavarde souvent en jouant, n'est-ce pas? Je pense que l'atmosphère ne se fait pas comme elle doit se faire. Et c'est c'est une des raisons pour lesquelles, quand je joue dans cette cathédrale, où je joue depuis presque 20 ans, régulièrement, chaque année, n'est-ce pas? Je trouve ici une atmosphère qui n'est pas exactement celle des concerts, mais qui est une atmosphère, on pourrait presque dire, religieuse, n'est-ce pas? Et justement, à cause de cet entourage, n'est-ce pas, qu'on trouve ailleurs, on ne trouve pas ailleurs, n'est-ce pas? Et l'atmosphère du concert que nous faisons, que je fais, enfin que les artistes font dans cette cathédrale, est une atmosphère absolument particulière. On ne peut pas retrouver ça ailleurs. On ne peut pas retrouver ça dans une salle normale de concert. C'est notre atmosphère. Ici, c'est différent. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup jouer ici, bien que justement ça ne soit pas tellement commode de jouer là, n'est-ce pas? Parce que rien n'est conçu pour faire de la musique, rien et tout est conçu pour faire de la musique, rien de pratique n'est conçu pour faire de la musique.
Par exemple, pour un violoncelliste, nous jouons sur des pierres, nous jouons des choses comme ça, ces vieilles pierres-là, nous jouons là-dessus. Évidemment, on met quelquefois une estrade, mais l'estrade n'ajoute rien. Il vaut mieux jouer, j'aime mieux jouer dans des endroits comme ça, dans ces places-là. Et je vous dis, l'atmosphère que j'ai trouvée ici, depuis que je joue dans cette cathédrale, n'est-ce pas, est une atmosphère que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Et pourtant, vous avez une riche carrière J'ai joué, et vous avez joué partout dans le monde. Oui, mais dans des endroits comme ça, c'est très rare. J'ai joué dans beaucoup d'églises, quand on fait du Bach, par exemple. J'ai joué dans des merveilleuses cathédrales, des merveilleuses églises. Mais ça n'est pas la même chose. Ici, c'est un peu spécial. Vous comprenez, toutes ces fresques qui nous entourent, ce ne sont pas des fresques qu'on retrouve ailleurs, ça. C'est la Vierge, la barbe qui est derrière moi, n'est-ce pas? C'est unique, ça, par exemple. Et des choses qui sont uniques ici, qu'on ne retrouve nulle part. C'est un mélange d'art byzantin et d'art médiéval, et c'est une chose étonnante. Et je crois que pour l'artiste, pour l'interprète que vous êtes, c'est une difficulté ou c'est un avantage? C'est pas une difficulté, c'est une autre atmosphère, je vous disais tout à l'heure. C'est pas une difficulté. Vous savez, le mot concert, la musique, c'est quand même l'apparition d'essence, oui, mais la substance d'essence. Le concert est une chose toujours difficile. Ouais. C'est une chose, je pourrais même dire aléatoire. On ne sait jamais avant de commencer si on va être bien, ou si ça va être très bien, ou si ça ne va pas être bien, on ne sait pas ça. Non, mais je vous dis, ici, ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs, c'est différent. C'est différent. Justement, tout à l'heure, vous me parliez du silence, eh bien, lorsque il y a des silences musicaux ici, dans cette cathédrale, ça donne une sorte de résonance. Oui. Et ça, on le trouve très difficilement. Oui, le silence, le berceau de la vie. Oui, le silence, je pourrais dire l'atmosphère de recueillement, pas du tout, parce que mais néanmoins, c'est quand même une sorte de recueillement, n'est-ce pas, une sorte de recueillement. Un concert, c'est quand même un recueillement, c'est un office. Hein? Et dans une atmosphère comme celle-ci, ça s'amplifie, c'est autre chose. Et alors, ce n'est pas plus difficile, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Et on ne retrouve pas, je n'ai pas retrouvé, j'ai trouvé d'autres atmosphères, naturellement, des églises. Je ne parle pas des salles concerts maintenant, je parle des églises médiévales, j'ai retrouvé. Mais ici, c'est vraiment tout à fait spécial. Il y a un peu, ce sont les miracles. Les miracles ces fresques, du son, oui, qui manque. D'ailleurs, l'acoustique est assez bonne ici. Oui. L'acoustique est assez bonne, il y a beaucoup de pierres, et c'est bon surtout lorsqu'il y a du monde. J'ai remarqué, lorsqu'il y a les répétitions, par exemple, que je fais ici, on est un peu déçu au point de vue acoustique. Et lorsque la salle est pleine, ça a tout à fait notre résonance, n'est-ce pas? Ouais. Et je vous dis, l'ambiance qu'on trouve ici, quand on arrive de ce petit endroit qui est la chambre des artistes, qui n'est pas une chambre, qui est un passage, n'est-ce pas? Et bien quand on rentre sur scène, il y a tout de suite une ambiance. Vous avez parlé de la différence dans la musique, dans ce monde. Est-ce qu'on pourrait parler d'une différence dans vos concerts, dans cette salle, au point de vue artistique? Hein? Est-ce que les concerts que vous avez étaient différents de quelque chose? Et quelle est cette différence? D'ailleurs, vous savez, tous les concerts sont différents. On ne joue jamais deux fois de la même façon. Nous sommes des artistes, oui, mais nous sommes des humains. Je parle pour l'ensemble. Jouer avec l'esprit de cette cathédrale. Mais justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive ici, vous savez, la première fois que j'ai joué ici, j'ai été surpris. Il y a 20 ans environ, j'ai joué pour la première fois ici, et lorsque je me suis trouvé devant ces choses-là, j'ai été vraiment étonné avant de jouer. Et le concert que j'ai fait à ce moment-là, où il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est la première fois que j'ai joué ici. Oui, on présente oui, il y avait d'abord, le festival n'était pas tellement connu encore, n'est-ce pas? Maintenant, il est devenu international. Maintenant, c'est difficile de trouver des billets. Maintenant, il est devenu international.
un des deux grands festivals de Yougoslavie, n'est-ce pas? Et maintenant, les salles sont pleines, il y a beaucoup de monde. Alors, l'atmosphère est autre. Mais je me rappelle mon début ici, où il y avait une moitié salle, disons. Néanmoins, j'avais trouvé une atmosphère que je ne pouvais pas tellement définir à ce moment-là, parce que, vous savez, c'est difficile la première fois qu'on joue dans un endroit, qu'on arrive dans une cité comme Ohrid, qui est une chose tout à fait à part de ce qu'on voit. On n'est pas, on ne peut pas, on ne récepte pas immédiatement, on récepte après. Après, on se dit, ah oui, c'est ça. Et alors, lorsque je suis revenu, j'ai compris l'atmosphère m'a touché à ce moment-là. Et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de venir jouer ici. Et alors j'ai fait beaucoup de tentatives ici de musique et j'ai joué souvent des suites de Bach. Et je pense que dans une atmosphère comme celle-ci, les suites de Bach, c'est la raison d'être presque, n'est-ce pas? C'est mieux que de jouer des sonates, des choses comme ça. C'est mieux la chose vraiment classique. C'est la clé peut-être. Pour moi, Bach, c'est une cathédrale, n'est-ce pas? Ce sont des piliers de cathédrale, n'est-ce pas? Eh bien, ici, on retrouve tout à fait l'atmosphère. Et j'ai joué plusieurs fois Bach, et ça m'a toujours fait, je ne peux pas dire plaisir, c'est pas assez plaisir. J'ai été pris par la musique plus qu'ailleurs. J'ai été pris par la musique de Bach plus que dans un autre endroit, n'est-ce pas? Et je pense que cela tient à ces proportions d'ailleurs. Je vous disais tout à l'heure, pour un festival comme Ohrid, maintenant Sainte-Sophie devient un peu petite, n'est-ce pas, pour certaines manifestations. Néanmoins, ce serait dommage de changer de cadre. Je crois qu'il faut réussir ici, même si le festival prend encore des proportions plus grandes, je crois qu'il faut rester dans cette atmosphère. C'est vraiment le festival de Crete, ici. Oui, qui est lié avec votre vie. Oui, oui. Ah oui, naturellement. Monsieur Navarre, vous avez consacré votre vie à la musique. Je voudrais savoir quels furent dans votre vie le premier contact avec le monde de la musique. Peut-être c'était l'enfance. Hein. Oui, le premier contact, c'est mon père, la famille de mon père, ils étaient tous musiciens dans cet entourage-là, n'est-ce pas? Et j'ai commencé le violoncelle, j'avais 9 ans. Je dois dire que j'ai passé ma prime enfance dans la campagne, dans une région du sud-ouest, dans un petit village à côté de Pau, un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, où est née ma mère, où j'ai encore de la famille, n'est-ce pas? Et j'ai passé une partie de la guerre de 1914 là-bas, mon père étant prisonnier. Et lorsqu'à la fin de la guerre, mon père est revenu, nous sommes allés vivre à Toulouse, parce que Toulouse c'était la ville où était né mon père. Et mon père était musicien, et toute la famille du côté de mon père était musicien. Alors j'étais amené à penser carrière dans la musique, n'est-ce pas? Et j'ai commencé le violoncelle, j'ai commencé le solfège d'abord un peu plus tôt, vers l'âge de 7 ans, 8 ans, et j'ai commencé le violoncelle à l'âge de 9 ans. Et vous savez, c'est très drôle, quelquefois on a des influences par des grands artistes, par des choses comme ça, des choses qui vous touchent, même de loin, n'est-ce pas? Et moi, j'ai choisi le violoncelle, c'est mon instrument, je n'ai pas joué de violon ou d'autres choses avant, j'ai choisi le violoncelle, j'ai demandé à mon père, lorsqu'il m'a lui-même demandé qu'est-ce que je voulais jouer comme instrument, j'ai dit le violoncelle. Et j'ai dit le violoncelle parce que j'avais entendu un violoncelliste, mais très moyen,
Vous savez, il y avait ce qu'on appelait les brasseries. Il y avait des orchestres de brasserie à ce moment-là. J'étais à Toulouse. Et j'ai entendu un violoncelliste qui avait joué, je ne me rappelle plus quoi. Mais la sonorité m'avait touché. Et j'ai choisi cet instrument. Donc j'ai commencé le violoncelle à l'âge de 9 ans à Toulouse, avec un maître qui n'était pas connu, qui était un maître connu à Toulouse, et qui m'a merveilleusement débuté. Il m'a fait peiner sur le violoncelle pendant longtemps, n'est-ce pas, parce qu'il était extrêmement exigeant. Et je l'en remercie toujours parce qu'il m'a facilité ma carrière d'instrumentiste. Parce que vous savez, dans ces choses-là, il faut bien débuter. Quand on débute mal un instrument, on a beaucoup de problèmes après. Donc j'ai débuté à 9 ans avec ce maître qui s'appelait Regensen, mais enfin ça n'a aucune espèce d'importance. Et je suis rentré au conservatoire de Toulouse. Je suis resté là jusqu'à l'âge de 11 ans et demi. Et j'ai eu la récompense, la première récompense, c'était le premier prix, à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans. 12 ans j'avais. Et je suis allé à Paris ensuite. Je suis monté, comme on disait alors, à Paris. Naturellement, ma mère, mon père, je suis enfant, je suis fils unique, n'envisageaient pas les choses aussi facilement que ça, parce qu'il y avait des problèmes financiers, ma famille n'était pas riche, il fallait donc que je gagne ma vie. Et je suis arrivé à Paris à l'âge de 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans, et j'ai travaillé dans un orchestre pour gagner ma vie. Dans un petit orchestre de cinéma, c'était encore le cinéma muet à cette époque-là. Et je suis rentré au conservatoire, et je suis sorti du conservatoire l'année d'après, à 14 ans. Et j'ai commencé à travailler, enfin j'ai continué à travailler sans maître, parce que je n'avais pas les moyens financiers de payer des leçons. Alors de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler pour moi, tout seul. J'ai cherché tout seul. Ensuite, vers 16 ans, j'ai fait partie d'un quatuor. Et j'ai fait du quatuor pendant 6 ans. Mais vers l'âge de 16 ans, j'ai fait partie de ce quatuor et je me suis présenté au concert colonne pour jouer en soliste. Alors j'ai passé un examen devant un très grand maître qui s'appelait Gabriel Piarnet et qui m'a fait débuter lorsque j'avais 17 ans au concert colonne. J'ai joué pour la première fois avec orchestre au concert colonne sous la direction de Gabriel Piarnet, qui était un grand maître, un compositeur d'ailleurs et un chef d'orchestre très, très connu. Et j'ai continué à faire du quatuor et naturellement à commencer à essayer de faire ma carrière, parce que c'est quand même assez difficile de débuter, n'est-ce pas? Et lorsque on n'est pas soutenu parce que on est dans une situation difficile au point de vue finance, on ne s'occupe pas tellement de vous, on n'a pas de relation. Et alors j'ai commencé péniblement, je dois dire, à chercher des concerts, à trouver quelques concerts. Et alors le temps a passé, j'ai joué naturellement avec les orchestres de Paris, les concerts colonnes, concerts l'amoureux, concerts Padoue, enfin tous les orchestres qui existaient à ce moment-là, qui existent encore d'ailleurs. Et je suis allé, alors les années ont passé, et à l'âge de 25 ans, c'est pour la première fois existait en Europe un premier prix, un concours international qui était à Vienne. Et je suis allé donc passer ce concours international. J'ai eu le premier prix et cela a commencé à m'ouvrir les portes de ma carrière. Malheureusement, c'était en 1937 et les portes se sont refermées bien vite parce qu'il y a eu la guerre de 1939, n'est-ce pas, chez nous. Alors j'ai commencé ma carrière donc en 1937-1938 et en 1939 je l'ai stoppé. Parce que je suis parti, j'étais soldat aussi, je suis parti à la guerre. Et je n'ai pas joué je n'ai plus joué en dehors de la France pendant plusieurs années, parce qu'il y avait l'occupation chez nous, on ne pouvait pas sortir.
Il a fallu que j'attende 1945 pour recommencer. J'ai recommencé ma carrière en Allemagne, en Hollande et en Italie. Et je suis parti de là. Et à ce moment-là, la carrière a marché, n'est-ce pas? J'ai commencé à avoir beaucoup de concerts. Et à l'âge de 39 ans, j'ai été nommé au conservatoire, professeur au conservatoire de Paris. Et puis là, j'ai continué ma carrière tout en continuant en faisant l'enseignement. Et donc, la musique était une ouverture dans votre vie. Mais la musique a été la principale chose dans ma vie, n'est-ce pas? Bon, je me suis occupé d'autres choses, naturellement. On ne peut pas passer sa vie axée sur une chose. Il y a quand même des à côté, je ne sais pas, la littérature, la peinture, des choses là. On est quand même, on s'en occupe quand même. Mais je veux dire, le principal axe, c'était la musique pour moi. Et j'ai donc passé ma vie à oui, c'est un grand mot, à essayer de faire de la bonne musique, de la musique. Ouais. Et naturellement, tout ça représente, quand on en parle comme ceci, ça paraît simple, mais c'est très difficile parce qu'il faut, je pense, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation pour certaines choses de la vie. Et il faut insister. Insister beaucoup, c'est-à-dire ne pas se décourager parce qu'on n'a pas que des succès. Dans chaque vie, il n'y a pas que des succès, il y a des moments difficiles. Et une fois que vous avez eu des succès, est-ce que vous étiez accepté par les compositeurs Ah oui, ah ben oui, à ce moment-là, oui, naturellement. J'ai très bien connu, pas très bien, mais je l'ai connu, j'ai connu Maurice Ravel, n'est-ce pas? J'ai joué pour lui son quatuor, d'ailleurs. Et puis alors j'ai très bien connu Honegger, j'ai très bien connu Darius Milhaud, j'ai très bien connu Poulenc, j'ai connu le groupe des Six en général, j'ai connu presque tous les gens du groupe des Six, qui étaient les musiciens modernes de mon époque. Ouais. Et alors j'ai toujours des contacts avec eux, sauf après, naturellement, quand ma carrière a commencé à devenir plus large, j'ai été moins souvent à Paris. Il y a dans les mélodies et les poèmes symphoniques à programme un sens qui précède la musique. Hein? Oui. Et vous avez mentionné Ravel. Oui. Maurice Ravel, sans même savoir l'espagnol, aura mieux exprimé que Manuel de Falla l'essence la plus intime de l'Espagne. Oui, je ne sais pas s'il l'a mieux exprimé, mais il l'a exprimé, parce qu'il aimait l'Espagne. Il habitait d'ailleurs, il a vécu longtemps à Saint-Jean-de-Luz, qui est à la frontière de l'Espagne, n'est-ce pas? Et il aimait beaucoup le folklore espagnol, n'est-ce pas? Et il y a une histoire assez drôle qui m'a été racontée par un compositeur français qui s'appelait Samazeuil, qui était un ami intime de Ravel. Lorsque Ravel a eu la commande du boléro par Richard Weinstein, n'est-ce pas? Il est allé à Saint-Jean-de-Luz et ce monsieur l'a rencontré. Et Ravel lui disait, je dois donner ça au mois d'octobre et je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Et un jour, il a dit, ah ben ça y est, mon laveur de carreaux, qui était un espagnol, a sifflé un thème qui ressemblait certainement au boléro, et ça lui a donné l'idée d'écrire le boléro, n'est-ce pas? Parce que le thème, alors le laveur de carreaux devait chanter une espèce de boléro de l'Espagne, lui il a arrangé fatalement. Et il a écrit le boléro comme ça, n'est-ce pas? Sur un sifflet d'un laveur de carreaux. Oui. Tu vas parler. Ben, on va parler. Il enregistre toujours. Oui, il enregistre. Oui, alors j'ai connu ensuite bien Milhaud, Honegger. J'ai connu Honegger alors qu'il écrivait Pacifique 242, je crois, 244. Il faisait la navette sur une machine, une locomotive de Paris-Le Havre, pour noter les rythmes de la locomotive. Et à cette époque, je l'ai connu. Et alors ensuite j'ai beaucoup joué avec sa femme, j'ai joué sa sonate, j'ai eu pas mal de contacts avec lui, j'ai joué son concerto naturellement. Milhaud c'est pareil, je l'ai connu parce que j'ai joué son quatuor, son deuxième quatuor, et puis après j'ai joué ses concertos, et j'ai toujours eu des contacts avec eux. Ensuite il était professeur de conservatoire pendant le même temps que moi, n'est-ce pas? Et Milhaud, alors je le voyais assez régulièrement.
Poulenc, c'est pareil. Poulenc, je l'ai vu très souvent. Pour diverses raisons. Puis il y a d'autres personnes, il y a des musiciens des musiciens qui sont moins célèbres, des gens comme Emmanuel Bondeville, par exemple, des choses comme ça. Je ne pourrais pas vous les citer tous, n'est-ce pas? Il y en a, dans tous les pays du monde, c'est pareil. Il y a plusieurs compositeurs, puis il y en a 2 ou 3 qui sortent, n'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. Ça veut dire que les autres n'ont pas réussi, quoi. Alors, à mon époque, il y avait plusieurs musiciens, je ne vous cite pas les noms parce qu'ils ne veulent plus rien dire maintenant. Mais j'ai beaucoup joué de leur musique, des gens comme Delannoy, des gens comme... J'ai eu beaucoup de contacts avec eux. Et ça m'a permis d'ailleurs une évolution, parce que, vous savez, avoir des contacts avec des compositeurs modernes de son époque, naturellement, ils ne sont plus modernes maintenant, n'est-ce pas? Mais il faut bien penser que quand j'ai joué avant la guerre, le concerto de Honegger à Rome, tout le monde sifflait. C'était une œuvre moderne. Maintenant, on joue le concerto de Honegger comme on joue le concerto de Schumann. Ça n'est plus moderne, ça n'étonne plus personne, n'est-ce pas? Il y a des choses comme ça. Puis alors, ensuite j'ai connu déjà André Jolivet, j'ai créé un concerto, un concerto à lui, n'est-ce pas? Enfin tout ça c'est plus proche de nous, vous savez, ça j'ai créé le concerto de Jolivet en 1962. Et puis enfin j'ai créé beaucoup de choses, de musiciens français, n'est-ce pas? Vous avez une préférence pour nos compositeurs, peut-être certaines musiques qui est liée avec, si je pourrais dire, avec le folklore, avec le souffle vous savez, oui. Par exemple, vous avez exécuté Teșcoto de oui, et j'aime beaucoup Nicolas. Quel fut le contact avec Il y a un contact extrêmement amical, n'est-ce pas? Parce que Nikolowski est un grand musicien, qui n'a pas, à mon sens, la place qu'il mérite, mais qui l'aura certainement. C'est un homme d'abord très intelligent, très, comment puis-je dire, il est très alerte, il a beaucoup d'esprit, et il est très amical, tout ça. Et sa musique ne dépeint souvent pas son caractère exact, n'est-ce pas? Parce qu'en musique, il est assez violent. Et dans la vie, il n'est pas violent. C'est un homme sensible. Et on a l'impression que lorsqu'il écrit sa musique, il a peur d'être sensible. Ouais. C'est un phénomène intéressant. Mais moi, je suis certain que c'est un homme qui sera bien connu. Maintenant, il est connu en Yougoslavie, naturellement. Et il est connu en Russie aussi. Il est connu. Mais il n'a pas encore passé les frontières de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y arrivera, parce que c'est une musique qui